d'être présent pour voir cette conférence. Bon, notre organisation syndicale fait d'autres conférences évidemment, mais c'est des sujets divers et variés. On a parlé tout à l'heure des sujets sur la neuronutrition qu'on a fait hier, on fera encore la semaine suivante, etc. Mais ceci est un sujet aussi particulier qui nous touche à cœur. Ce n'est pas quelque chose pas simplement des événements ou des conférences liées à l'administration publique, mais aussi avec des sujets qui nous tiennent à cœur. Et aujourd'hui, on a un sujet bien particulier, et Brigitte va nous présenter ce sujet-là en détail. Et donc le 8 mars dernier, le jour des droits des femmes, à la journée internationale, on avait justement fait un tract où notre syndicat se proposait de soutenir des actions concrètes en faveur des femmes, des droits des femmes, pour les promouvoir et pour essayer de les protéger autant que possible. Donc on voulait justement soutenir des actions concrètes initiées par des associations. Et donc là, donc ça va être assez rapide, hein, ma présentation. On va commencer par cette association donc, au Bénin, Yad Chegbo, qui va nous être représentée par Elisabeth Ferré, qu'on a vraiment un grand plaisir à accueillir aujourd'hui. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent déjà. Mais donc je vais rappeler qu'Elisabeth est une grande expérience dans le domaine de l'humanitaire et du développement social et humain. Elle a travaillé dans un premier temps comme médecin dans un certain nombre d'organisations non gouvernementales. Elle a ensuite été pendant 20 ans, je pense, à la DG, à la Direction Générale du Développement et par la suite DEFCO. Et à cette occasion, elle a été chef d'unité, elle a couvert des zones, non seulement l'Afrique, mais également le Moyen-Orient. Et elle a été plus particulièrement, pendant 4 ans, chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin. Ah. Voilà, donc c'est dans ce cadre qu'elle va nous présenter son association et en quoi elle est utile et assure un développement aussi durable dans ce domaine de la protection des droits des femmes. Bonjour, et tout d'abord merci de m'avoir invité aujourd'hui et proposé de venir présenter un projet qui est, je pense, très différent de ce que fait en général la Commission européenne. C'est un projet, comme vous le souhaitiez, un projet ciblé, concret, qui normalement s'inscrit et est complémentaire, je pense, de toutes les actions plus structurantes et plus larges que font les services publics ou d'autres groupes ONG. Et c'est dans ce cadre-là que je voulais présenter cette initiative. Tout d'abord, juste un mot sur les violences basées sur le genre, car c'était initialement prévu dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, mais à cette date-là, j'étais au Bénin, justement, pour la première pierre de ce projet. C'est un sujet qui est extrêmement important au niveau mondial. C'est un des fléaux les plus répandus. Au niveau mondial, une femme sur 3 est violée, battue, contrainte à avoir des rapports sexuels ou est victime d'abus au cours de sa vie. En France, on estime qu'une femme meurt tous les 3 jours sous les coups d'un proche, donc lié au genre. Si c'est souvent les femmes qui sont victimes, il y a aussi à peu près 15%, ce sont des hommes parmi ces victimes. Et on considère que tous les pays, tous les milieux, toutes les communautés sont touchées et que ce phénomène est aggravé en cas d'analphabétisme, la méconnaissance des droits et la dépendance économique des femmes. À noter que selon la Banque mondiale, les violences basées sur le genre chez les femmes de 15 à 45 ans font plus de morts et de malades que le cancer. Et on a entendu ces derniers mois la libération de la parole de la femme au niveau international a vraiment mis en lumière cette dure réalité et l'extension qu'en fait beaucoup ne pensaient pas à ce niveau-là de ce fléau. En Afrique, en général, et au Bénin, les femmes continuent à être traitées comme des êtres faibles et les violences faites aux femmes constituent la plus fréquente violation des droits humains. Sur les 52% de la population que constituent les femmes, près de 70% d'entre elles ont déclaré au cours d'une enquête commanditée par le ministère en charge de la famille avoir subi au moins une fois des violences au cours de leur vie. Et à l'instar de la communauté internationale, le pays a mis en place tout un arsenal juridique assez en avance, avec une dernière loi
qui date de 2012, qui vise la prévention et la répression des violences, et qui en particulier, enfin, prévoit des services sociaux d'urgence, d'accueil et d'assistance aux femmes victimes de violences. Il faut noter que le Bénin, également dans ce domaine-là, comme dans d'autres domaines, est assez précurseur dans la région pour l'avance sur le système juridique. Des fois, la mise en place est plus lente, mais les structures juridiques, en fait, les lois sont là. Pour répondre à ce fléau, le Bénin a progressivement, depuis 2012, mis en place des centres de protection sociale. Il y en a maintenant 85 dans le pays qui couvrent toutes les communes et auxquels sont liés des assistants sociaux, des psychologues et maintenant des juristes et des gendarmes spécialement formés pour répondre aux problèmes. Tous n'ont pas encore tout ce personnel en poste, mais une grande partie est déjà fonctionnelle. Et ils ont également ouvert des services d'écoute dans tous les centres, avec comme mission de service public de proximité pour apporter une assistance juridique, des conseils directs de proximité. Quand les femmes arrivent dans ces centres, tout est fait pour qu'elles puissent retourner, être réacceptées dans son milieu ou dans sa famille ou chez elle si c'est possible. Et dans le cas contraire, il y a quelques places d'hébergement, mais ce sont des places juste de nuit qui sont mises en place par les Sœurs Salésiennes ou d'autres organisations, mais juste pour quelques nuits sans aucun accueil. Et pour eux, et ils l'expriment eux-mêmes, il y a un manque de centres d'accueil et de réinsertion, et qui est pour eux le chaînon manquant de tout leur système de réponse. Donc bien que prévu par la loi, la réponse n'est pas encore complète. Surtout, il faut voir que financièrement, mettre en place une structure d'accueil qui va demander pour que les femmes puissent rester plusieurs semaines, même plusieurs mois, les former pour pouvoir les reconduire et les accompagner après dans une nouvelle vie avec un projet de vie, c'est très, financièrement, c'est cher, c'est coûteux. Et donc, quand le ministère et le gouvernement a son plan de développement, il est très difficile de pouvoir gérer cette partie-là. Et donc, pour eux, ça reste un problème. Ils l'expriment, ils le parlent comme priorité, mais ils n'ont pas encore de réponse. Il faut voir qu'en France, de telles structures existent pour les accueils, pour l'accueil, mais ces structures sont très souvent gérées par des associations qui ont des financements, des subventions de l'État ou des régions ou des départements, mais ce ne sont pas les services publics, ce n'est pas l'hôpital, enfin ce ne sont pas les services publics qui le font, mais très souvent ce sont des associations qui permettent d'être plus pluridisciplinaires, avoir à la fois pouvoir faire des, je sais pas, un peu d'artisanat, ou pouvoir apprendre aux femmes, ça mobilise beaucoup de services différents. Et c'est un peu dans cette optique-là que l'association a voulu œuvrer. Si je viens maintenant, un mot sur l'association, en fait cette association a eu comme point de départ Karine Bonifay, qui est notre présidente, mais également différentes personnes qui travaillent dans les secteurs sociaux sur la région de Poitiers, ou responsables de centres d'accueil, ou directeurs des services sociaux, ou travaillant au CHU, et qui régulièrement allaient au Bénin, dans le cadre de petites associations, travailler dans des villages, et qui ont souhaité essayer d'avoir un appui plus structurant sur le pays. Pour cela, ils ont beaucoup parlé avec sur place, avec des médecins installés là-bas, béninois, avec les services publics, et ils ont défini 2 cibles de population qui avaient un problème. C'est les femmes victimes de violences et exclues de leur communauté, et les toxicomanes en post-cure. Là, nous n'allons pas parler de toxicomanes, c'est en fait le Bénin, qui était un pays de transit, maintenant devient un pays un peu de production et de consommation de drogue, y compris des drogues dures, et c'est relativement nouveau au cours des dernières années. Il y a des centres de cure, mais ils ont besoin d'un centre de post-cure pour ces jeunes en général qui ont ce problème. Ce sera fait dans une deuxième phase, après la mise en place de ce centre pour les femmes victimes de violences.
Donc l'association, suite à ça, a fait une étude de faisabilité pour voir quelles étaient vraiment les priorités, comment pourrait être fait le projet et s'il était viable. Car si une association peut avoir des subventions, un certain nombre de subventions, ça demande ensuite, après le gros montant d'infrastructures, enfin de mise en place du projet, de pouvoir être viable par la suite. C'est pour ça que c'est basé aussi sur une ferme qui pourra faire des productions, permettra l'éducation des femmes pour pouvoir être retournées dans des villages et vivre par elles-mêmes et s'installer ensuite, mais également pourra apporter une partie du financement pour la structure. Donc en 2015, il y a eu cette étude de fait avec l'aide de CARE qui a conclu qu'il y avait une capacité d'autosuffisance du projet. Autosuffisance, ce n'est pas vraiment ce qui est recherché dans un début, mais en tout cas qu'il soit viable facilement avec un minimum de subventions. Donc l'association a été créée en 2016, reconnue d'utilité publique, c'est-à-dire que tous les dons que nous recevons peuvent être pour les Français déductibles, 66% déductibles des impôts, ce qui peut être intéressant pour ceux qui souhaitent faire des dons. L'association a été reconnue au Bénin en mars 2017 et un conseil béninois a été constitué avec des experts locaux, médecins, avocats, juristes, psychologues, chefs d'entreprise, et qui nous appuient sur tout ce qui est technique et les contacts au niveau national. Voilà, nous en sommes, et dans cette ligne, donc 2015, 2016, 2017, en 2018, nous avons signé un accord de partenariat avec le ministère de la Santé. Un accord de partenariat avec le ministère des Affaires sociales est en cours, va être préparé, et les deux ministères ont demandé que l'on ait une convention tripartite pour voir quels vont être les rôles et responsabilités et qu'est-ce qu'ils pourront nous fournir. À ce stade-là, ils pensent qu'ils pourraient fournir un psychologue ou certains personnels, psychologues, assistantes sociales. Plein temps ou par temps avec le CPS, le Centre de protection sociale local, je pense que ça va surtout dépendre de leurs possibilités et des capacités. Mais en tout cas, il y a une réelle volonté de leur part d'appuyer et d'intégrer ce projet. Alors, ce projet sera donc, sur la mise en place du projet, c'est une ferme d'insertion éco-responsable pour accueillir ces femmes victimes de violences et exclues du cadre familial, pour une période de 6 mois qui pourra être renouvelée. Au cours de cette période, il y aura un accompagnement social et professionnel, une formation, alphabétisation, formation avec un projet de vie qui sera élaboré avec elles, formation à l'agriculture aussi pour pouvoir reproduire ce qu'elles auront appris, et ensuite elles seront accompagnées dans leur réinsertion avec des microfinances, pas en faisant, nous n'allons pas créer de centre de microfinance, mais utiliser ceux qui marchent dans le pays. Voilà en gros le projet. La ferme accueillera 32 femmes sur 4 dortoirs avec leurs enfants si nécessaire, et il y a une convention en train d'être préparée avec l'école du coin, avec le centre de santé, etc. Ces femmes seront, ce n'est pas nous qui allons choisir ces femmes. Il y a un comité de sélection qui sera avec les centres de protection sociale, le médecin responsable et les services de l'État qui adresseront les femmes au centre. Excusez-moi, vous êtes situé où? Alors, ah oui, je ne l'ai pas dit, c'est au Bénin, oui, mais... à Dedo, c'est sur l'Atlantique, c'est à côté d'Abomey-Calavi. À côté d'Abomey? Oui, c'est sur... Abomey-Calavi. C'est un peu plus au sud, Abomey-Calavi, c'est en brousse. Et le nom exact, c'est quoi? Dedo. Dedo. C'est un petit village, Dedo. Et c'est un village qui, en fait, ils sont en train de goudronner la route qui passe par le village, et nous, le centre sera à 1,5 km du goudron par une piste qu'ils sont en train de refaire aussi. Et ça, c'est la commune qui le fait, qui va mettre en place. Et donc, ces femmes seront accueillies. Nous avons donc ce terrain, pour revenir, de 3 hectares que nous avons acquis, que nous avons financé avec des dons privés autour de nous, avec des dons
à droite, à gauche, en faisant aussi, on a fait des ventes on a fait différentes conférences, on a fait des ventes d'artisanat, enfin, ce que fait une association quand elle démarre et doit se créer une visibilité et une structure. Il y aura donc les bâtiments que l'on verra un petit peu tout à l'heure. Dans la ferme, il y a une pisciculture que nous avons déjà rénovée. Il y a 6 trous de pisciculture, 2 sont déjà fonctionnels, ont été remis en place. Et on a fait des alevinages fin d'année dernière, et nous commençons à vendre du poisson. Il y a également une bananeraie et d'autres, du maraîchage, des plantations. Et on compte également avoir des volailles, des moutons. Il y a 3 moutons pour l'instant. Mais il y aura des volailles, des moutons. Il y aura différents lieux sur ces 3 hectares qui permettront de mettre en place ces différentes cultures ou ces différentes. L'objectif sera en fait de faire une formation et que ces femmes puissent reproduire ce qu'elles apprennent là, avec un technicien agricole, de nourrir le centre, et également d'avoir quelques ressources en vendant ou à Cotonou ou à Boumé-Calavi, et il y a déjà quelques filières qui sont en train de se mettre en place. Voilà. Alors, le terrain a été défriché, tout nettoyé, la pisciculture marche, nous sommes en train de mettre une clôture végétale, nous avons recruté un agent polyvalent pour entretenir le tout, et surtout nous avons construit un château d'eau qui a été construit grâce à une subvention du Grand Poitiers et de l'agence d'eau Loire-Bretagne en France. Il a été inauguré le 1er mars, donc c'est vraiment, ça tourne, enfin ça avance quand même relativement vite. Notre problème, c'est que maintenant, au pays, la sensibilité a été faite et on nous demande quand est-ce que vous ouvrez. Et le sud du pays, mais il en faudrait d'autres dans le nord. Donc, dans une première étape, ce que maintenant nous cherchons, c'est d'avoir des financements pour pouvoir financer et mettre en place toute l'infrastructure. Tout le projet d'infrastructure est finalisé, a été revu avec Agetur, pour ceux qui connaissent le pays, qui gratuitement, enfin généreusement, nous a appuyés pour s'assurer que tout était en place et va pouvoir encadrer le maître d'œuvre pour s'assurer que c'est fait dans les meilleures conditions possibles. Le budget, alors maintenant nous demandons des subventions. Il faut savoir que la grande majorité des fondations ou des subventions publiques, il faut 2 ans d'existence pour pouvoir faire une demande. Or, ces 2 ans d'existence, c'était février 2018. Donc c'est maintenant que nous sommes en train d'essayer de voir pour avoir des subventions. Et nous aurions pu avoir des subventions avec, par exemple, la Nouvelle-Aquitaine, avec qui nous sommes en relation et qui encourage le projet, mais il faut une trésorerie assez importante, car quand on fait une demande et que l'on a un prêt, un don, on ne donne qu'une partie du don, et à la fin du projet, en général 2 ans après, on donne le reste. Il faut donc avoir un poumon financier, et ce sont les dons particuliers, ce sont en général tous les autres dons qui permettent d'avoir cette stabilité. Et c'est pour ça que nous n'avons pas, alors que le dossier était fait au dernier moment, nous avons pensé que c'était trop fragile aux questions de trésorerie, mais qu'il nous fallait d'abord continuer à avoir un peu un poumon de sécurité avant de lancer le projet. Alors, le budget d'infrastructure sera un budget et d'équipement tout complet, mise en place de tout le centre, la structure, ça sera 118 000 €. Et le budget de fonctionnement, ensuite, est d'environ 20 000 € par an. Ce qui n'est pas énorme pour pas mal de personnes. Et ça a été revu à d'autres. Ça a été revu par des experts pour vraiment s'assurer qu'on était dans les normes. Voilà. Donc, voilà où on en est pour ce projet. Peut-être dire un mot, juste pour terminer, sur ce que je vous ai présenté. C'est un projet d'une petite association dans un pays. Ce n'est pas un projet par la Commission européenne ou la Banque mondiale ou un projet national. L'approche n'est pas la même. Là, nous essayons de voir dans un village et dans un pays quels sont les manques et comment on peut appuyer et créer, couvrir un besoin.
mais aussi tout ce que l'on fait doit être intégré dans les priorités nationales. Ça doit faire partie du plan en fait d'évolution, de développement du pays, car il ne s'agit pas de faire quelque chose pour nous, mais bien pour qu'à la suite il soit viable par lui-même et repris par le pays. Et c'est pour ça que je pense qu'en fait, ce que font les associations comme ça, où c'est une niche, et c'est un chaînon manquant, doit pouvoir être reproduit par le pays lui-même. Et je dois dire, pour ceux qui me connaissent un peu, c'est pour ça que je me suis lancée dans cette aventure. Et je pense que ce n'est pas du tout en contradiction avec ce que vous faites et ce que je faisais avant, mais bien une complémentarité. C'est en tout cas comme ça que le gouvernement, tous les ministères là-bas l'entendent, ce que je pense bien. Voilà, mais écoutez, je crois que je vais arrêter là. Vous avez vu passer, en même temps que je parlais, différentes photos maintenant du terrain. Ça, c'était le terrain au tout début, les 3 hectares, de l'association. Et la pisciculture, là, avant qu'elle ne soit remise en état. Et là, la pisciculture qui s'est remise en état. Voilà, progressivement. Et ça, c'était 2017, tout ça. Et voilà, notre première vente. Les tilapias. La bananeraie. Il y a la production commence, nous avons vendu des régimes, et voilà, là c'est là que nous interviewons notre agent polyvalent pour le recruter, et peut-être là, rapidement le château d'eau. Il s'est trouvé qu'on a foré que c'est un puits semi-artésien, et donc ça coule. À la fois ça nous a coûté un peu plus cher parce qu'il fallait faire une dérivation, mais ça nous permet d'irriguer le terrain et en même temps, bon, ce n'est pas assez puissant pour aller en haut du château d'eau. Là, c'est la cérémonie traditionnelle aux ancêtres ou au vaudou pour s'assurer que le projet sera viable et se fera sans aucun problème. C'est notre présidente, en train de prendre une ouate de cola. Voilà. Et ensuite, bon, on va laisser peut-être comme ça. Là, c'est différentes photos de l'inauguration. Donc le 1er mars, il y a eu l'inauguration avec les responsables des ministères, le préfet, les responsables de la santé et des affaires sociales. Et voilà, le roi. Voilà. Bon. Si vous voulez bien, je vais m'arrêter là, et si vous avez quelques questions. D'abord, merci beaucoup pour la présentation. On tient à vous remercier parce que c'est un projet concret sur le terrain qui démontre quand même qu'avec des petites choses, un petit départ, on arrive à créer quelque chose qui est dans le long terme, qui tient la route et qui apporte des choses concrètes sur le terrain, notamment pour les femmes. Et plutôt que de ne pas en parler dans le vide et chaque fois raconter des choses qui sont invisibles pour les gens, là on a vraiment quelque chose de bien spécifique. Aujourd'hui, on est dans une situation où tout petit apport, ne serait-ce qu'individuel, même le plus minime qu'il soit, peut abonder vers ce genre de projet et notamment apporter quelque chose de positif pour les femmes dans des régions qui sont un peu décalées par rapport à notre région à nous qui est l'Europe, pour lesquelles parfois on oublie qu'il y a d'autres pays dans lesquels certains aspects de la protection de la femme et des droits de la femme ne sont pas aussi mis en avant que ce que nous avons en Europe. Et je tiens à remercier encore notre présentatrice pour ce projet magnifique qui est mis en avant, notamment pour le soutien qu'elle demande auprès de projets similaires, éventuellement déjà ce projet-ci, éventuellement qui soit répliqué au fur et à mesure dans le futur, dans la région et voire ailleurs. Merci beaucoup. Alors si vous avez des questions particulières ou pas, la présentatrice est là. Voilà. Micro. Yapchekbo, ça veut dire quoi? Ah oui, Yapchekbo. Appuyez sur le micro. C'est en fond, ça veut dire mes ennuis sont passés, mes malheurs sont finis. Ah.
C'est la commune de Abomey-Calavi qui vous a donné les terrains, j'imagine, non? C'est ça? On l'a acheté. Ah, vous l'avez acheté? Ah, donc c'est la propriété de l'association. C'est une propriété de l'association, il est enregistré, acheté, enregistré. Ce qui est très positif à mon sens, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas leur dire ben, maintenant le projet on le récupère, on vous met dehors, on pérennise le projet en étant quelque part propriétaire du projet lui-même. Parce que faire un projet sur un terrain qui appartient, que ce soit à une commune, que ce soit à un État, que ce soit à une région, le risque est toujours celui-là, c'est que le projet, ou pour des raisons quelles qu'elles soient, on leur dise à la fin, ben, écoutez, merci beaucoup, mais trouvez-vous un autre endroit pour vaquer à vos occupations. Là, évidemment, ils vont pérenniser le projet en étant propriétaires de leur propre projet. En parlant du maire, je voulais savoir comment s'était passée la collaboration avec le maire, avec la commune. Parce que moi, je suis content de vous entendre dire qu'en fait, ce projet s'inscrit dans les plans de développement communaux, dans les politiques sectorielles. Mais généralement, ce qu'on reproche justement à ce genre d'association, c'est que justement, elles font un peu n'importe quoi, elles sont en dehors des politiques sectorielles, en dehors des plans de développement communaux. C'est un peu ce qu'on reproche hein, quand on est sur le terrain. Quoi. Alors, je voulais savoir un petit peu comment vous êtes assuré en fait que ce projet s'insère effectivement dans le plan de développement communal, si ça a été aussi débattu au sein de la commune par les citoyens, par les gens qui habitent la commune, un peu l'accueil de la population locale. Alors, au début, les principaux membres, les premiers membres de l'association ont fait plusieurs missions au Bénin pour travailler dans des petits villages de cette région, dans cette commune. Et donc, connaissaient bien et le maire et le chef d'arrondissement et les chefs de village. Et quand ils ont souhaité faire quelque chose de plus structuré, ils ont demandé est-ce qu'il y a des populations cibles, est-ce qu'il y a un problème particulier où vous pensez qu'il y a un besoin. Et il y a eu une étude de fait avec eux et avec les ministères après, on a été voir les services des ministères, mais après avoir vu en fait tous ceux qui étaient sur place dans la région. Et c'est là que sont sorties les femmes victimes de violences et à la rue. C'est comme ça qu'on est arrivé. Le maire le soutient totalement, c'est la commune d'Abomey-Calavi, c'est une énorme commune, mais il soutient totalement ce projet, mais également le chef d'arrondissement qui à chaque fois vient nous voir, nous prête des voitures, des fois. Le chef du village où sera donc, le projet fait partie de l'association et c'est lui qui supervise en fait tout ce qui se passe sur le terrain maintenant. Le roi nous a donné sa bénédiction et en fait les gens du village, comme là pour le 1er mars, tous les chefs des villages des alentours étaient là pour l'inauguration et ont fait ensemble toute la demande, la cérémonie traditionnelle la veille du 1er mars a été faite avec tous les chefs du village du Tour. Donc là-dessus, il y a vraiment une demande pour eux, il y aura un petit peu de... ça leur met en valeur la commune. Le château d'eau est quand même un beau château d'eau pour la région. Ils ont vraiment tenu à faire quelque chose de très bien. Et donc, ça met en avant aussi leur village, et on a tout support. Quant au ministère, quand nous sommes allés les voir en posant la question, en disant qu'est-ce que vous en pensez, ils ont tout de suite accroché en disant oui, c'est notre problème. Actuellement, il y a d'autres coopérations comme les Danois, les Canadiens, qui ont apporté, et les Chinois, qui ont apporté des appuis pour tout ce qui était les centres de protection sociale et les centres d'écoute, etc. Mais à chaque fois, il manquait ce gap final, parce que c'est beaucoup plus pluridisciplinaire et plus complexe, et ils n'avaient pas d'expérience en cette matière. Donc ils se sont accrochés à cette proposition, et c'est presque un projet grand, en tout cas dans ce qu'ils attendent pour une petite organisation, mais tous ceux qui participent en France sont des experts dans le domaine. Donc, et maintenant, je dois dire que la présidente, qui était assistante sociale chargée de ces questions-là au CHU de Poitiers, est maintenant permanente, est partie là-bas et est permanente au Bénin pour monter le projet. Sur ses propres fonds pour l'instant. C'est-à-dire, elle travaille un peu là. Ouais. Voilà. Je voulais vous demander pourquoi le FFPE a choisi ce projet. C'est ce que j'allais le dire. Je laisse Brigitte en parler.
on l'a choisi en tant qu'association, et moi un peu en particulier, parce que ce qui m'a intéressé, c'est que ça correspond vraiment à un besoin socialement identifié. C'est pas on va aller faire un puits pour trouver de l'eau n'importe comment. Il y a vraiment une analyse, je veux dire, locale aussi. Ils ont identifié qu'il y avait un besoin pour ces femmes qui se retrouvent dans la rue, enfin, c'est un besoin social au niveau du Bénin, et j'imagine qu'il n'y a pas que le Bénin qui est concerné en Afrique. Et le deuxième point que j'ai trouvé moi très important, c'est que d'un autre côté, ça se fait avec, si ce n'est l'appui, mais aussi avec le soutien des politiques, alors communales, ministérielles. C'est pas une vision extérieure qui vient calquer à nouveau quelque chose d'idyllique, de beau. Et moi, c'était un peu si je peux parler un peu, dans une réflexion sur, justement, il y a tellement, on parle du tourisme humanitaire et tout ça, et c'était une de mes questions que je voulais poser, c'est, on a tous des adolescents, enfin pour la plupart d'entre nous, qui veulent s'investir dans une association, partir, et alors comment faire pour identifier quand vraiment ça sert à quelque chose, ou quand au contraire, même c'est négatif, parce qu'on tombe dans un système qui est vraiment néfaste. Quels critères il faut avoir? Donc moi, à nouveau, à mon niveau, je considère que ces deux critères, identifier un vrai besoin au niveau national et la participation des autorités, et peut-être qu'il y en a d'autres, enfin, si tu as des conseils sur ce point-là. Justement, je voulais demander ça, justement, est-ce que l'association souhaiterait qu'il y ait des bénévoles qui viennent travailler, si ce n'est 2 semaines, 3 semaines, 1 mois quel est votre point de vue à propos? Alors, pour l'instant, c'est pas mûr pour ça. Mais nous avons beaucoup de demandes, effectivement, à la fois de gens extrêmement compétents, très pointus sur un domaine, comme par exemple planter certains types d'arbres, mettre en place certaines cultures, et qui disent, nous, on va pouvoir aider là-dessus. Et puis également des jeunes qui disent, nous souhaiterions aller donner un coup de main. Mais là où nous en sommes pour l'instant, ils ne vont pas les défricher, on n'a pas de quoi les accueillir. Donc il est prévu, en dehors de l'infrastructure que vous avez vue, il y a un petit bois qui est à 50 mètres, où on aura des petites cases, où on pensait faire venir des volontaires, qui puissent être, mais pour ça il faut que le centre soit ouvert. Ouais. Hein, parce que la construction, peut-être les finitions, on pourra demander des aides, mais il faut déjà qu'on puisse y recevoir. Vous savez, aller en Afrique, il faut quand même qu'on ait une structure pour manger, avoir de l'eau potable, pour faire, on ne peut pas accueillir en brousse comme ça des jeunes qui n'ont pas l'habitude, il faut les encadrer un peu quand même. Donc oui, nous le souhaitons, oui, nous prévoyons. Dans combien de temps? 2 ans. 2 ans. Même peut-être avant, parce que les autres associations diraient que ce sera dans 1 an, je pense. Et c'est pour ça qu'au niveau aussi de la FFPE, nous ce qu'on propose, c'est qu'Elisabeth revienne, après on verra à quel rythme, tous les 6 mois ou tous les ans, puisque c'est en termes d'années, et je comprends, hein, ça prend du temps, et qu'elle nous fasse part de l'évolution du projet, et qu'on voit justement concrètement dans quelle mesure on peut contribuer. Et vous allez faire un appel de fonds Alors, oui. si je peux me permettre, aujourd'hui, ce qu'on a essayé de faire, c'est de vous présenter un projet qui a commencé sa vie, et qui a une pérennité dans le temps. Et donc, quelque part, lorsque nous espérons pouvoir apporter une lumière sur un projet, c'est un projet par la suite auquel nous demandons aux collègues ou à qui que ce soit qui veulent soutenir de pouvoir faire ce qu'ils veulent au niveau de dons. Ici, notre oratrice vous a expliqué que pour pouvoir avoir une infrastructure qui soit complète, c'était de l'ordre de 118 000 €. Mais après cela, il y a une viabilité dans le temps qui nécessite un budget qui est somme toute minimum. Ce n'est pas encore excessif. Sur une année, 20 000 € pour tenir un projet comme celui-là et le pérenniser dans le temps, ce n'est pas énorme. Donc, quelque part, les dons de particuliers sont très importants aussi. Et ce n'est pas quelque chose qui va qui est dans le vent, ou pour lequel on se dit mais tiens on va apporter quelque chose et puis on ne sait pas où ça va. Là vous avez quelque chose qui est vraiment concret, on vous l'a démontré par les évolutions de ce projet et qui seront mis sur le terrain eux-mêmes. Alors par la suite, nous en tant qu'organisation syndicale, nous recevons des propositions de faire des conférences, des événements comme celui-ci sur des sujets différents. Alors pourquoi ce projet-ci plutôt qu'un autre? Il n'y a pas de particularité, c'est que c'était un projet qui nous semblait très porteur. C'est la suite de
du soutien que nous avions dans le cadre de la journée du 8 mars, donc des droits de la femme. Comme chaque année, nous faisons un maximum pour mettre en lumière que les droits de la femme, malheureusement, ne sont pas encore aussi optimaux que ceux qu'on aimerait avoir. Il y a encore beaucoup de lacunes. Dans notre continent, sur notre continent en Europe, somme toute, ça paraît être facile. Les droits de la femme, on le conçoit, on essaye de les mettre en avant. Par contre, dans d'autres pays du monde, ce n'est pas encore le cas. Ici, on a un projet concret qui nous permet de démontrer que finalement, même alors que nous sommes sur notre continent, dans notre Europe à nous, nous avons quand même une vision de ce qui se passe à l'extérieur. Et avec un projet bien spécifique, bien concret, nous essayons de mettre en avant des choses qui sont positives. Alors nous allons effectivement, pour les collègues qui voudraient participer d'une façon ou d'une autre, mettre tous les renseignements liés à ce projet-là sur notre site internet de la FFPE. On vous mettra toutes les coordonnées liées au projet. Je pense que notre oratrice a laissé quelques flyers à l'entrée avec des informations concernant les comptes bancaires sur lesquels vous pouvez faire des versements de dons, etc. La seule chose qu'on vous demandera pour justement avoir un suivi, c'est de mentionner quelque part que c'est suite à la conférence de la FFPE pour qu'on puisse avoir un suivi de ce qui se passe. Et sur notre site, vous allez avoir effectivement toutes les données liées à ce projet-là. Ce qui vous permettra de suivre aussi dans le futur le futur de ce projet, l'évolution de ce projet. C'est pour ça que nous avons... Effectivement, il y a un petit papier pour éventuel soutien. C'est important que l'on sache si quelqu'un donne, qui donne. Et j'ai mis le tampon FFPE dessus, mais peut-être que vous n'avez pas. Et aussi, nous avons des newsletters que nous produisons 2 fois par an à peu près. Et si vous souhaitez les recevoir, vous pouvez mettre votre nom. Et comme ça, je vous enverrai une newsletter. De toute manière, tous ceux qui font des dons reçoivent la newsletter et également reçoivent, donc pour ceux qui sont français, on leur envoie un reçu fiscal. Je voulais juste savoir, moi je suis venue